Quel match, quel match. On va s'en souvenir de ce match entre Metz et Lyon. Une défaite, 2-0, dont les circonstances vont faire beaucoup parler, font actuellement beaucoup parler. Et Grenat Forever est évidemment est énervé à la fin de cette rencontre. Hein. Il s'est empressé d'aller sur son téléphone, il a mis des posts tweets, Facebook, il en avait marre. Mais on va tenter un peu d'analyser cette rencontre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et pas forcément aller dans le même sens que la majorité des personnes, mais ça on va y revenir. Et donc effectivement, Grenat Forever est là, qui n'est toujours pas décédé. Ah bah bonjour Monsieur Socket, bonjour à tous. Non, pas décédé, mais toujours passablement énervé depuis vendredi soir. Ah oui, c'est vrai que tu fais partie de ceux qui sont très énervés. Moi je suis un peu plus, on va dire, dans la Énervé retenue. mais mesuré. Oui, moi je suis un peu dans la retenue. Je vais expliquer après pourquoi. Mais effectivement, beaucoup de personnes énervées à la fin de ce match. Les Lyonnais qui commencent à nous dire que nous sommes le Bastia de l'Est de la France. Jean-Michel Aulas qui s'est empressé d'écrire plus de tweets qu'il n'y a eu de victoire de l'équipe de France de rugby lors du tournoi destination. Enfin, c'était assez incroyable. On était un peu médusé par par tout ce qui s'est passé durant ce match. Mais dans l'ordre, on va commencer et vous allez avoir le programme à l'écran. Mais on va parler du jeu avant de parler de ce qui va faire polémique du jeu. C'est assez important. Ensuite, on va parler des moments clés, de ce qui s'est passé aussi en off. Pas mal de choses qui sont passées en off et on va parler aussi des conséquences parce que certaines choses qui sont passées risquent d'entraîner de mauvaises conséquences pour la suite. Surtout à un moment où on va aborder une série de matchs assez importants face à des concurrents directs. Nous commençons Grenat Forever par parler du jeu. Alors le jeu du FC Metz, on va commencer par le 11. Hein. Alors Vincent Lyon qui devait forcément composer avec l'absence de Maïga, l'absence de Pajot. Pas trop de choix, donc il faut un peu faire un milieu de terrain malheureusement très défensif, aux grandes dames de certains dont moi. Mais bon, l'équipe, ça donne en attaque Diallo, Enguet, Nian. Au milieu de terrain, Angban, Endoram, Fofana. Défense, Santonz, Braun, John Boy, Mathieu Hudol. Et dans les buts, Alexandre Oukidja. Ce qu'on peut noter déjà Grenat Forever, c'est que, évidemment, beaucoup de gens ont fait des syncopes dès qu'ils ont vu ce milieu de terrain-là qui a l'air d'être autant solide que la muraille de Chine. Parce que là, effectivement, en termes techniques, ça semble un peu faible. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'intensité physique, là, tu es servi, là, hein, on peut le dire. Bah, il a voulu jouer la carte de la prudence et non pas la carte un peu plus technique avec un Marvin Gappa, par exemple. Bien sûr, ouais. Ce que j'ai pu comprendre, je veux bien comprendre, hein, c'est ça, je lui en veux pas du tout sur sa composition de départ, mais oui, fallait pas s'attendre du coup à une maîtrise technique au milieu de terrain. Ça, on s'en doutait un peu, surtout en l'absence de Pajot et de Maïga. Oui, c'est clair. Alors, tu l'as noté, on a ressenti quand même que dans le jeu, l'absence d'un joueur technique, notamment peut-être sur des phases de coups de pied arrêtés, tu vois, ça se ressentait énormément cette absence-là parce que vous avez bien, pour ceux qui ont regardé le match, hein, vous êtes rendu compte que Nian a tiré quelques coups de pied arrêtés qui malheureusement ont été assez extraordinaires, hein, évidemment, hein, tout dans l'ironie. Hein. Angban c'est à la tâche, mais on voit que c'est pas non plus, tu vois, c'est un peu bricolé. Ouais, on peut le dire. Hein. Et donc cette absence de technique, c'est un point qu'on avait déjà remarqué pour le match contre, si je me trompe pas, le précédent match. Grand faveur, j'ai un trou. Le précédent match, c'était À Nantes. à Nantes. Merci beaucoup. Le match contre Nantes où effectivement on sentait que ce milieu de terrain-là manquait de technique, manquait aussi de facilité pour les transmissions de balles, pour la circulation du ballon, et t'arrivais pas à bien alimenter tes trois joueurs de devant, quoi. Que ce soit N'Gad, Diallo ou Nian, t'arrivais pas à les alimenter. Et là, je dirais que sur ce match, et on va surtout dire la première mi-temps, vu que la première mi-temps, c'est on va dire celle qui a été le plus, on va dire, comment je peux dire ça, celle qui a pas été entachée par des faits de jeu, ou tu vois, là on était vraiment à armes égales, dans le même état d'esprit. On a eu quoi, deux occasions pauvres, première mi-temps.
Et on peut dire que les attaquants n'ont pas été vraiment bien alimentés, tu vois, par les milieux de terrain notamment, quoi. T'as du mal à te créer des occasions. Alors, ce que tu gagnes en solidité défensive au milieu, c'est ça a souligné, bah, tu le perds un peu dans la création offensive et dans le domaine offensif, quoi. Oui, et en plus, tu vois un peu ce comparatif jusqu'à la mi-temps où, bon, dans le jeu, Lyon ne domine pas. Non, Alors, tu leur tiens à tête, mais les yeux dans les yeux, hein. alors tu fais jeu égal dans le jeu, mais il faut noter que pour moi, les occasions les plus dangereuses en première mi-temps, c'est Lyon qui les a. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus dangereuses euh, que les occasions messines. Je rappelle, je crois qu'il n'y a aucun tir cadré, si je me trompe pas en première mi-temps. Mhm. Là où les actions de Lyon m'ont donné un peu sur froide à un moment donné en première mi-temps, il y a une tête là qui passe juste à la droite d'Alexandre Kidja sur, je crois que c'est sur un coup de pied arrêté. Et donc pour te dire que, voilà quoi, dans le jeu il n'y a pas de domination apparente de Lyon, on est à armes égales, mais par contre les occasions sont pour moi plus dangereuses pour Lyon. C'est là où j'en reviens justement, Growing Forever, à tempérer l'analyse de certains qui disaient, sans les faits de jeu dont on va parler par la suite, euh, peut-être qu'on gagnait le match. Pour moi non, au maximum tu fais un match nul, au minimum tu fais un match nul. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'on aurait pu, oui, au moins un match nul, mais est-ce que je pense que c'était peut-être l'objectif, c'était d'être solide, de ne pas prendre de but et d'essayer de jouer sur un contre ou un coup d'essayer de faire le 1-0, hein. Ouais, d'essayer de faire le 1-0, mais surtout de se dire que tu veux pas forcément laisser des points avant la série de matchs qui arrive, bah là d'abord fin février, mais surtout au mois de mars. Mais bon, voilà, pour résumer le jeu du FC Metz sur la première mi-temps, mais j'irais même plus loin, j'irais même sur tout le match en soi, c'est une équipe qui défensivement, on va dire, a été présente. Bah, ce qu'on n'avait pas forcément en première partie de saison. Ouais, On a gommé une partie du problème qu'on a en première partie de saison, c'est tout ce qui est la défense. On a toujours autant de carences offensives qui étaient déjà visibles en première partie de saison, qui le sont tout autant en deuxième partie de saison. c'est ça. Donc pour résumer, défense plutôt bonne on va dire. Milieu de terrain, présence physique avec des joueurs comme Fofana, Endoram qui ont été présents physiquement, même Angban a été présent physiquement. Malheureusement, pas assez d'alimentation sur les ballons au niveau des trois joueurs de devant, donc par rapport à ce qu'on soulignait. Et devant, pour terminer sur devant, si on enlève tout l'aspect moment important qu'il y a eu dans le match et dont on va revenir par la suite, mais euh, une fois de plus, je dirais, on voit que Nian n'est pas fait pour jouer sur un côté. Je veux dire, vous regardez la deuxième mi-temps où il est Carbo, il arrive même plus et je peux le comprendre. Et je peux le comprendre, Grenade Forever, parce que on voit qu'il est Carbo, qu'il a plus d'énergie, tu vois. Et en même temps, je me dis, ouais, mais attendez, le mec a été à la base formé comme avant-centre et on n'apprend pas un avant-centre à faire des courses jusqu'à la défense dans ton propre camp et après remonter vers l'attaque, tu vois. Mhm. Même si le mec est explosif, d'accord, mais c'est pas OpenGate, tu vois. OpenGate, il a la caisse pour faire ça. Nian, il a pas la caisse physique pour faire ça. On est d'accord sur ce point-là. Et donc là, ça s'est encore vu que malheureusement, il y a une grosse limite à ce niveau-là. Donc pour Nian, match très très compliqué, il faut le dire, hein. Autant offensivement que défensivement, les Lyonnais qui ont beaucoup exploité son côté, notamment ils ont, je pense, bien identifié le problème et ils ont assez exploité le côté où il y a notamment Nian et Mathieu Hudol. De l'autre côté, OpenGate, qui nous a fait du OpenGate, beaucoup de jeux de dribble, un peu en soliste, qui tentait, on va dire, de créer la situation de déblocage, mais malheureusement, c'est très souvent, ça n'aboutit pas. Et Diallo qui a été isolé, qui était en point d'appui et qui en plus avait comme des clients avec Marcelo et Denayer. Marcelo qui mesure pas 1m70. Donc on va dire que dans le défi physique, là, Habib Diallo, il avait quelqu'un, quoi, qui le laissait pas pouvoir prendre l'ascendant physique sur la Bien défense sûr. de Lyon.
Et donc tout ça fait que, comme tu l'as très bien dit, défensivement c'est bien. Au milieu de terrain, c'est mi-figue, mi-raisin, bien dans la défense, moins bon dans les actions vers l'avant, et les 3 attaquants de devant qui ont été, on va dire, assez inexistants sur cette rencontre. Je pense que ça résume très bien l'aspect du jeu du FCMS. Mais évidemment, c'est pas ça que nous allons garder en esprit. Enfin, moi, je garde ça en esprit, le jeu, mais beaucoup ont bien évidemment parlé des faits de jeu. C'est donc le second temps de l'analyse. Les faits de jeu. Et là, on va parler des faits de jeu et on va essayer de les comprendre. Parce que beaucoup veulent pas comprendre ou ne comprennent pas, donc on va essayer un peu de démêler tout ça. Le premier fait de jeu de cette rencontre, Gonna Forever, c'est le penalty accordé à Lyon sur un centre qui nous vient du côté droit de Metz, côté gauche de Lyon donc. Duel aérien entre 2 Messins et un Lyonnais et la balle qui est touchée de la main. Et évidemment, c'est un point de vue général que je vais faire sur la soirée, mais c'est là où je reprends les propos qui pour une fois ont été très intelligents, les propos qui ont été dits sur, je crois c'est sur l'équipe 21, qui disait justement que comme on est au stade, on n'a pas les replays sur lesquels se basent les arbitres au niveau de la VAR. Donc évidemment pour nous, moi au stade, on a à peine vu une main, pour nous qui semblait plus involontaire. Enfin, pas involontaire, mais qui pour nous semblait pas, tu vois, impactant dans l'action. Donc pour nous, on comprenait évidemment pas. À la télévision, pour ceux qui ont eu la possibilité de regarder le match depuis chez eux, il y a une main. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il y a une main claire. On peut même dire que s'il n'y a pas la main, est-ce qu'il y a le Lyonnais qui est juste derrière, qui est isolé, qui peut récupérer la balle et créer l'occasion de but? On est d'accord? Mais effectivement, il y a de l'incompréhension. Surtout que, évidemment, là, on va revenir un peu à ce que a dit Vincent Ognon sur le fait que ça prend énormément de temps pour décider de est-ce que la main doit être caractérisée comme une faute de main, tu vois, et donc donner un penalty. Une très très longue hésitation. Est-ce que toi, finalement, tu te dis que au final, je pense, pour moi, c'est mon avis, mais ils ont pris la bonne décision, le corps arbitral. Après, la manière de le faire a pas été forcément extraordinaire. Ça a pris 7 minutes. On parle d'une décision qui a pris 7 minutes. Ouais. Si la main était valable, puisque pour moi, elle est valable, parce que j'ai regardé le match après en replay, pourquoi ça met autant de temps alors qu'ils ont 50 000 caméras? Il faut m'expliquer pourquoi ça met autant de temps pour une décision du coup qui saute aux yeux et qui est logique aux yeux de tous. Bien sûr, et encore, t'as même pas d'explication après, parce qu'évidemment, ça c'est la communication du corps arbitral, vous savez qu'elle est très cadenassée, et malheureusement beaucoup de personnes aimeraient qu'elle soit décadenassée. On n'a évidemment pas le point de vue du corps arbitral sur pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps, sur quel point il y avait peut-être un désaccord, et je pense que si l'arbitre en après-match s'exprime en disant ça a pris tant de temps parce qu'on n'était pas forcément d'accord sur le fait que la main était pour nous impactante en termes de faute de main, tu vois, là on aurait compris. Mais là c'est que là, ne pas avoir d'explication sur ces 5-6 minutes d'attente, quand t'es à la télé, tu fais avec, hein. Mais quand t'es au stade, quand t'es joueur, c'est terrible. Quand t'es supporter, c'est terrible aussi. Le tout dans un contexte vous savez, de rumeurs constantes comme quoi l'Olympique, enfin le Jean-Michel Aulas paye les arbitres, l'arbitrage, voilà, enfin je vais pas refaire l'histoire, mais c'est qu'une rumeur évidemment, mais ce que je veux dire par là, non mais je sais pas d'ironie qu'on a fait, ne rigole pas, je t'ai entendu rigoler. Non mais ce que je veux dire par là, c'est tous ces éléments-là font que forcément ça nourrit la chose, tu vois. Bien sûr, mais moi... Alors qu'on sait que c'est faux, mais ça nourrit malheureusement la chose pour les personnes qui sont... Faux, oui et non. Ouais, commence pas. Non, mais il faut dire ce que tout le monde pense tout bas. Non mais... Bref. Oui, non mais effectivement, la décision elle prend du temps, donc finalement penalty est accordé.
Le penalty est tiré. Alors là, pareil, on va décortiquer la chose. Ah, moi, c'est ça qui. Alors attends. Faut en parler parce que. D'abord, Maxwell Cornet. On n'est pas tous d'accord et moi je suis pas d'accord avec toi, Grenade Forever. Beaucoup disent qu'il a arrêté sa course d'élan. Moi, je suis convaincu, pour avoir regardé, pour m'être renseigné, pour avoir beaucoup vu, que Maxwell Cornet ralentit énormément sa course d'élan. Et c'est une grande différence, parce que ralentir énormément sa course d'élan, c'est pas la même chose que s'arrêter. Il marque pas vraiment un temps d'arrêt dans sa course. Parce que si vous regardez bien son pied qui se balance, son pied ne s'arrête pas. Le pied qui frappe. Il ne s'arrête pas. Il est hyper ralenti, ça je suis là, on est d'accord, mais il ne s'arrête pas, il marque pas un temps d'arrêt. Genre, il marque, tu vois, les deux pieds qui s'arrêtent, non. Le pied qui va tirer est toujours en mouvement. Il est très très lent, mais il est toujours en mouvement. Et donc, dans l'interprétation, eh ben, le penalty, et de ce point de vue-là, pour moi, c'est pas sur ça qu'il fallait le juger en mode, il faut qu'il soit retiré. Bon. Ce sur quoi l'arbitre s'est interrogé sur, et le corps arbitral en général, s'est interrogé sur est-ce que le penalty est à retirer ou non, c'est par rapport à deux choses pour moi. Ça peut être tout d'abord par rapport à Alexandre Oukidja, qui, je rappelle la règle, pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut avoir au minimum un pied sur la ligne, au moment où la frappe est déclenchée par le tireur. On est d'accord ou pas? Là, on est sur ça, on est d'accord. On est d'accord sur ça. Bon. Le fait est que, effectivement, au moment de la frappe, Alexandre Oukidja n'a pas n'a pas un pied sur la ligne. Donc, à ce niveau-là, la règle n'a pas été respectée par Oukidja. Ça donne d'ailleurs penalty à retirer. Bon. Là où, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, c'est que, enfin, pas tout le monde n'est pas d'accord, mais certains vont dire, oui, mais cette règle, elle est jamais totalement respectée par les arbitres. Et là, on l'a fait respecter. Et c'est là où, et moi je vais te laisser parler après, Grenade Forever. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est, si j'entends tous ceux qui disent, ah mais attendez, dans ce match-là, la règle n'a pas été appliquée parce que le gardien n'avait pas laissé un pied sur la ligne. Donc ça voudrait dire que parce que sur ce match-là, la règle n'a pas été appliquée, je dis bien la règle n'a pas été appliquée, ça justifierait qu'on l'applique pas sur le cas d'Alexandre Oukidja. Donc dans ce cas-là, on enlève la règle. Et dans ce cas-là, le gardien peut s'avancer à 3 mètres du machin, du truc en disant, ah mais de toute façon, la règle a été enlevée. Parce que les gens veulent pas appliquer la règle. Je suis d'accord, Grenade Forever, que la règle n'a pas été respectée que la règle a été respectée par l'arbitre, pardon, mais que sur certains matchs, la règle n'est pas totalement respectée. Mais ça, c'est pas la faute de l'arbitre central, ça. Si une règle est pondue dans ce sens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, on est d'accord, ça. Voilà, mais moi je sais que toi tu fais partie de ceux qui disent ouais, regardez, dans d'autres matchs elle n'est pas respectée cette règle. Donc je sais pas, c'est quoi ton avis par rapport à ça? C'est soit on la respecte soit c'est tous les matchs, et ben on respecte cette règle, soit on ne la respecte pas. Il doit pas y avoir deux poids deux mesures selon les matchs. J'ai encore vu un match hier, le gardien a les deux pieds devant la ligne, l'attaquant rate son penalty, le penalty n'est en aucun cas retiré. Ouais, mais ça me fout les boules et je me dis pourquoi à Metz on le fait retirer, pourquoi dans d'autres matchs non? Alors dans ce cas on fait retirer tous les penalties ou alors on enlève la règle. Mais il doit pas y avoir. Dis pas on fait retirer tous les penalties parce que par exemple t'as qu'à voir si je me trompe pas. La plupart des gardiens ont quand même au moins un pied qui. Je vais donner un contre-exemple très simple. Désolé. Pour ceux qui ont regardé le match Leicester-Manchester. Attends, laisse-moi finir. Pour ceux qui ont regardé le match Leicester-Manchester City de ce week-end, je suis désolé, Kasper Schmeichel laisse bien un pied sur la ligne quand il arrête le penalty. Ce qui prouve bien que la règle, que les gardiens, dans 100% des cas, n'ont pas les deux pieds loin de leur ligne de but. Non mais voilà. Mais c'est vrai que c'était tout le contexte, le fait de retirer le penalty alors qu'il l'a raté, le temps du penalty, le fait que ça soit que contre Lyon, ça aurait peut-être pas été contre Lyon, je pense qu'on aurait déjà réagi différemment, et moi le premier. C'est tout ce contexte avec le fait que Lyon a toujours des penaltys qui ont fait que quand tu es dans le vif du sujet et à chaud, ça t'énerve, t'as envie de péter un câble. Ouais, ça je peux comprendre chez certaines personnes que cette accumulation d'éléments, ça les fasse péter un câble. Après ça que nous, notre travail aussi un peu,
Et surtout, c'est un truc sur lequel j'aime bien rester, c'est d'être le plus objectif possible. Et désolé de vous le dire, mais l'arbitre a en soi respecté les règles. Et comme je le dis, c'est pas son problème si dans les autres matchs c'est pas respecté. Ou alors on dit effectivement qu'on enlève la règle et c'est terminé. Mais c'est vrai que le truc en mode genre ouais c'est pas respecté là-bas donc il faut pas la respecter sur ce match-là. T'as les bouts, je suis d'accord, mais en soi c'est pas le problème de l'arbitre en fait. Qui plus est, et je tiens à noter quand même que c'était un match en prime time un vendredi soir. Donc l'arbitre central sait que tout le monde regarde son match. C'est-à-dire que je présume que le directeur de l'arbitrage regarde son match, que tout le monde regarde son match. Donc tu peux pas, et en plus, face effectivement, tu vas me dire dans le contexte de Lyon, mais t'as pas trop le droit entre guillemets de te laisser aller, tu vois, dans le non-respect des choses. Même si je suis d'accord effectivement que dans certains matchs, c'est pas totalement respecter cette règle. Mais comme tu dis, c'est le contexte fait que malheureusement toutes ces choses-là vont contre Metz et ça crée surtout de la frustration chez les supporters, chez les joueurs bien évidemment. Et ça c'est un point sur lequel on va y venir à la fin sur tout ce qui s'est passé en off notamment. Mais ça c'était un premier fait de jeu. Donc effectivement le penalty qui est retiré, qui est donné à retirer à Lyon, qui est transformé par Dembélé, 1-0 pour Lyon à la mi-temps. On arrive à la deuxième mi-temps, donc forcément avec cette frustration qui arrive au niveau des Messins, on les voit soudés, on les voit se rassembler au niveau de leur camp juste avant leur reprise. Voilà, on les sent bien. Les choses vont se passer, on va essayer de revenir avec donc cet handicap de but qui malheureusement nous plombe et on pousse, on essaye et la corner pour nous, 80e minute de jeu, d'accord. Metz il fait 2 changements, il faut le noter puisqu'on décide de sortir Angban, on sort Nian qui n'ont pas été extraordinaires sur ce match, on fait rentrer Ambrose et Gakpa. Tard, alors ça aussi, on va y revenir, mais effectivement trop tard. Parce que ça fait partie de ce manque de réactivité qu'a eu Vincent Aignan sur ce match, mais on va y venir en relation avec ses propos, notamment son analyse. Gakpa rentre en jeu pour donner un peu de coup de pied arrêté, de patte technique à Metz, vu qu'effectivement avec Nian ni avec Amban, tu as une vraie patte technique. Et là, il y a un gros fait de jeu. On voit Marsal au sol. On se demande pourquoi, parce qu'on n'avait pas forcément vu grand-chose. Les personnes qui ont vu le match à la télévision voit que Habib Diallo pousse Marsal avec une bonne main dans la gueule quand même de Marsal, faut le noter. L'arbitre qui n'avait pas forcément vu la scène est interpellé par la VAR, va voir sur l'écran de la VAR et donne un carton rouge à Habib Diallo. Là, à partir de là, pour beaucoup de personnes, trop c'est trop. Au point où effectivement il y a eu du chahutage au niveau de la tribune ouest médiane où se situe la corbeille présidentielle, avec des supporters qui sont venus à insulter Jean-Michel Aulas. Certains ont lancé des bières, des sandwichs sur Jean-Michel Aulas, qui a été donc évacué de la tribune. Une image qui malheureusement est très détestable. Je pense que même si il y a la colère, on peut la comprendre, mais on comprend pas mais je peux pas accepter la réaction. C'est-à-dire que là, beaucoup de personnes jouent avec le feu. On rappelle que les tribunes de Saint-Symphorien sont quand même surveillées depuis quand même pas mal de temps, puisqu'on est une tribune qui aime bien des fois mettre le bordel avec des fumigènes. Donc, et en plus faire ça sur le mec qui a peut-être des plus grosses influences au niveau de la ligue en France. Bon, c'était pas forcément le plan le plus opti. Je parlerai même pas du fait qu'en termes de relations professionnelles, Grenade Forever entre Metz et Lyon, t'es Bernard Serin, t'es un peu embêté par la situation quand même quoi. Ouais, bien sûr. Parce que t'invites comme un président et le président qui est à côté de toi se prend des sandwichs dans la gueule. Je présume qu'aussi les gens qui étaient autour du président, puisque si par rapport à ce qu'on m'a dit, le président de Metz et Monaco sont normalement l'un à côté de l'autre. Je présume qu'il y a des gens autour qui sont ni les présidents des deux clubs et qui ont pris certainement des choses dans la gueule. Et eux, ils n'ont rien demandé, tu vois. Donc ils ont un peu tout pris dans la gueule sans rien demander. Et c'est vraiment pas acceptable comme situation. Le rouge, Grenade Forever. Est-ce que tu le comprends ou pas?
le comprendre sur le fait qu'il soit illogique, oui. Mais sur pourquoi il a fait ce geste-là, je ne le comprends toujours pas. Quand t'es capitaine, t'as pas le droit de perdre ton sang-froid de cette manière. Bah oui. Surtout à 10 minutes de la fin où tu te dis que tu peux quand même avoir à quoi jouer alors que Gappa et Ambrose viennent de rentrer. Bien sûr. Alors, il y a peut-être eu des mots de Marsal, mais ça, j'ai envie de dire, des insultes entre joueurs, il y en a à tous les matchs. Donc, il y a un moment, il faut. C'est un mec qui est quand même, d'habitude, qui garde son sang-froid, qui fait jamais de vagues. Et là, je trouve qu'il a quand même pété un plomb, on peut le dire, hein, parce que Bah, même si la poussette au ralenti n'est pas forcément violente, mais c'est le geste qui, non mais c'est le geste qui est jugé comme étant inacceptable par l'arbitre. C'est pas l'intensité du geste. Il faut arrêter aussi. Les gens qui me disent ouais mais il lui a pas mis non plus un point dans la gueule. Je dis les gars, ils jugent le geste. Et bien sûr que le geste mérite un rouge. Si un Lyonnais fait ça à un Messin, on aurait dit pareil. On aurait dit ouais il doit avoir un rouge. Parce que on juge pas l'intensité du geste, mais le geste en lui-même, c'est main dans la gueule. Et surtout c'est Martial fait pas pareil avant Diallo. Genre, il le met pas une main dans la gueule en le poussant par terre comme ça, tu vois. Après, certains m'ont dit, j'ai pas vu le truc, mais certains m'ont dit que Marcelo fait une faute aussi sur Diallo. J'ai pas vu l'action en cause, donc faudra revoir ça, mais en tout cas, et ça, c'est un truc que Vincent Lyon a dit, hein, qu'on a fait en conférence de presse, hein. Il a dit, Diallo, je dis ce qu'il dit mot pour mot, hein. Euh, Alors, je dis là, qu'on ne finisse pas le match à 11, cela ne me plaît pas. L'expulsion, pour l'interrogation, Diallo ne doit pas réagir comme cela, même s'il a été poussé ou insulté. C'est pénalisant pour l'équipe, il faut rester calme. Je suis frustré parce que les joueurs ont fait des choses intéressantes, mais on se retrouve avec une défaite, un joueur suspendu. Et, et ça, surtout, il dit ça aussi parce que, vu ce qui nous attend le mois prochain, ne pas pouvoir compter peut-être sur Habib Diallo pour le match contre Amiens qui aura lieu fin février, match contre Nîmes qui aura lieu début mars, et je crois que si je me trompe pas, le match d'hier c'est quoi? C'est Toulouse? Non? c'est Toulouse et après on reçoit Brest. C'est ça. Donc tu joues contre trois concurrents directs qui actuellement occupent, si je me trompe pas, la 20e, 19e, 18e place du championnat, et tu fais ça. Pour moi, c'est. Pour moi, c'est pas acceptable. Parce que tu joues avec le feu. On peut me dire oui, mérite pas rouge, pas intensité, pas force dans le coup. On s'en fout. Tu ne fais pas ça, t'es capitaine. T'as 4 matchs, voire 5 hyper importants qui vont suivre, qui vont être là, hyper importants pour le maintien de l'équipe en Ligue 1. T'es le meilleur buteur du club, t'es capitaine, tu ne dois pas faire ça. Point. Arrêtez donc les gens qui me parlent de Marsal quand il a mis la main à la gueule à l'arbitre il a réu. On s'en fout de ça, c'est pas le problème. Ça on s'en moque. Marsal aurait dû prendre un rouge sur ça quand il a fait à l'époque. La règle n'a pas été respectée. C'est pas parce que la règle n'a pas été respectée à un moment donné qu'elle doit pas être respectée dans notre cas. Dans notre cas, il ne doit pas faire ça, Diallo. Il ne doit pas faire ça parce que c'est jouer avec le jugement de l'arbitre. T'as des arbitres peut-être sympas qui auraient mis qu'un jaune. Mais t'as des arbitres, et c'est le cas de beaucoup d'arbitres de France, qui auraient mis rouge, dans tous les cas. Donc tu ne dois pas jouer avec ça. Ça ne sert à rien. T'es à 10 minutes de la fin, il y a que un but à mettre pour égaliser. Non, tu ne dois pas faire ça. Voilà, t'es capitaine, t'es pas, en plus, il est pas professionnel depuis seulement un an. Le mec a quand même un peu de passif en tant que joueur professionnel. Je veux dire, il en a déjà eu des mecs qui lui ont cassé les couilles, que ce soit quand il était, en Ligue 2, à Metz, et à Brest aussi. Je veux dire, c'est pas la première fois que les mecs lui cassent les couilles. Et à ce moment-là, tu ne peux pas faire ça. D'autant que Vincent Lyon le dit, qu'il a bien prévenu les joueurs à la mi-temps en leur disant n'utilisez pas le contexte là pour vous sortir du match. On termine le match à 11, ça ne sert à rien de péter un câble pour ça. Eh ben non, t'as ton capitaine qui n'en a rien à foutre sur ce coup-là. Alors peut-être qu'il le fait pas exprès ou pas, je sais pas. Mais il en a rien à foutre. Et ça m'énerve ça. Et ça m'énerve que parce que le mec a mis 12 buts, qu'on va être en mode ouais bah en fait non mais je m'en fous de ça, Marcel a pas été exclu donc donc c'est injuste. Non les mecs arrêtez quoi. C'est non, je suis désolé. Ah non, mais ça, on est d'accord. Il doit pas péter les plombs comme ça. C'est avoir 4 matchs importants, il sera pas là. Bah, on va devoir trouver des solutions. J'espère que ça va pas nous porter préjudice, mais de toute façon, lui, il s'en veut. Hein, ça, je pense que c'est le premier à s'en vouloir.
Ouais, bah tu m'étonnes. C'est malheureux parce qu'on n'avait pas besoin de ça. Ouais, non, Voilà. mais c'est, 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 Il n'y c'est- a même pas les mots parce que c'est un truc, c'est. Ouais, bah non, mais Je ça sais pas c'est. pourquoi à ce moment-là. Ouais. On savait que de toute façon, les Lyonnais, c'est dans leur habitude. Ils vont essayer de Mais te de faire partout, chier mais de pour essayer de te faire partout, péter un câble. mais de partout, Grenade Forever, de partout, dans tous les stades du monde entier, il y a un mec qui va te provoquer, surtout que il mène 1-0. Donc bien sûr qu'ils veulent te faire sortir des gonds, ils sentent que t'es énervé par rapport à ce qui s'est passé à la mi-temps. Ils savent que Vraiment, si t'arrives pas à garder ton sang-froid, voilà, ils savent que t'es énervé, que t'es sous tension par rapport à ce qui s'est passé juste avant la mi-temps. Ils le savent, ils sont pas cons les mecs quand même. Et non, ben ils jouent avec ça. Et donc les mecs gardent pas leur sang-froid, mérité, expulsion méritée, et que s'il prend 2-3 matchs, c'est mérité. Il a pas à faire ça à ce moment-là. Point. C'est voilà. 12 buts ou pas 12 buts, je m'en fous. La question n'est pas là. Le problème, c'est que là, pour les 4 prochains matchs, et vous les aurez à l'écran, mais les 4 prochains matchs qui s'amènent, tu n'auras pas Habib Diallo en pointe de l'attaque, tu auras Ibrahim Niane, qui, bonne nouvelle quand même dans l'histoire, va enfin retrouver son poste. Hein, comme ça va pouvoir mettre enfin de vrais ailiers sur les côtés, ça va régler pas mal de problèmes. Mais en tout cas, on doit faire avec ça. Voilà, et malheureusement, à 10 contre 11, on essaie de on essaie de pousser un peu. Corner qui arrive toute fin de rencontre. Là, il reste 3 minutes de temps additionnel. Ou déjà qui monte parce qu'il se dit c'est peut-être une des rares dernières actions qu'on va avoir. En plus, on a 10 contre 11. Il sort. Malheureusement, corner, encore une fois, pas excellemment tiré au premier poteau. Voilà, comme tous les corners de la soirée. Ça part en contre. Hein, et c'est Oussem Aouar qui te met le deuxième but. Voilà, dans un but vide. Et le Ney gagne le match 2-0. Et toi, évidemment, t'es un peu énervé dans les tribunes. Beaucoup de chahutage. Quand les joueurs sortent du terrain, parce que ça se termine sur ça. Auprès de l'arbitre, évidemment. Et donc voilà, le match est malheureusement passé. Et c'est tout. Mais frustration, parce que effectivement, tout un enchaînement de mauvaises choses là qui font que tu ne réussis pas à minimum prendre un point dans ce match. Et j'ai envie de dire, c'est pas. Metz peut s'en vouloir qu'à lui-même. Même si certains vont dire que l'arbitre a beaucoup joué dedans. Non, on peut s'en prendre qu'à nous, mais c'est. D'autant que sur 45 minutes de jeu, comme on l'a dit, on a été inexistant offensivement pour tenter de gagner ce match, tu vois. Donc à partir de là, je veux dire, on peut refaire l'histoire, hein, mais offensivement, on est inexistant. Donc quand j'en ai vu certains dire que l'arbitre nous a empêché de gagner le match, non. Je veux dire, même avec l'arbitre impartial comme il aurait pu l'être, on gagne pas le match parce qu'offensivement, on est absent durant tout ce match, quoi. Donc voilà, et juste pour terminer sur ce qui s'est passé en off, alors sur les aspects off de toute la rencontre, Fabien Santon qui a quand même envoyé un gros scud dans la tronche, on va dire, de l'arbitrage qui malheureusement risque peut-être de se faire un peu péter par l'arbitrage français, hein, parce que quand tu dis que comment dire, quand tu dis que sans penalty l'OL est une équipe très moyenne, bon évidemment tu t'attaques à l'OL directement, mais bon, tu t'attaques aussi un peu à l'arbitrage. Fabien Santon, qui s'est excusé d'ailleurs sur les réseaux sociaux, hein. Je sais pas si vous avez vu, il a fait un long message en disant qu'il a parlé à chaud, qu'il avait pas revu les images, hein, et que c'était voilà, c'était un peu difficile d'accepter tout ce qui se passait, notamment l'attente de 6 minutes pour savoir s'il y avait penalty ou pas, donc voilà, qu'il avait réagi à chaud. Là où c'est un peu chiant, peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un à Metz qui dise aux joueurs de Metz, les gars, quitte à ne pas répondre aux interviews de mi-temps, tu vois. Genre rentre au vestiaire et dites rien, tu vois. Là, malheureusement, 111 risque un peu de se faire taper par la commission d'éthique. Et d'ailleurs, comme Vincent Ognon, qui en plus avait dit notamment que l'arbitre avait choisi la solution de facilité. Petite critique de l'arbitrage qui lui vaudra peut-être lui aussi une suspension, hein, qui sait. En plus, peut-être une suspension de la tribune, hein, par rapport à ce qui s'est passé en tribune ouest. Et donc voilà, Grenade Forever. Cette belle soirée, on est revenu de cette soirée Grenade Forever, on était absolument. Ah ben, on n'aurait pas pensé. Il se passe toujours des choses bizarres
dans les Metz-Lyon. Encore un nouvel épisode qui restera. Gravé dans les mémoires. Voilà. Puis je parle même pas de l'extra sportif qui depuis vendredi soir, ça continue encore à... Ah bah on parle de nous, pour une fois qu'on parle de Metz, hein, bon pas forcément donc, bien, mais on parle de nous. Hein. Ça, une semaine d'un déplacement capital, c'est pas forcément non plus la manière idéale de préparer ce match dans les meilleures conditions. Tout à fait. On va terminer juste par voir quelques petits résultats au niveau de cette soirée, les résultats intéressants. Vous savez le classement aussi qui apparaît à l'écran, et on va terminer sur ça au niveau du débrief. Un long débrief là, on est parti sur plus de 35, 30, près de 40 minutes, hein, ça va être assez long. On était obligé. Beaucoup de choses à dire. Au niveau des résultats, qu'est-ce qu'il faut retenir? Brest, nul face à Nice, de partout. Les Niçois qui pourtant menaient au score. Ce qui permet de donner un peu plus d'air à Brest par rapport à nous en prenant un point de plus que nous. Ensuite, Nantes-Marseille, pas un match important pour nous. Il y a Lille qui a battu Toulouse 3-0. Toulouse qui n'en finit plus de plonger vers les profondeurs, vers les abysses. Et qui, malheureusement, a une situation très compliquée pour les supporters toulousains, avec qui nous sommes de tout cœur, hein, parce qu'on sait que on a connu ça, hein, les situations où on était avec à peine une dizaine de points, on a connu cette situation-là. Hein. C'est pas beau. Hein. Je vous dis que c'est pas beau. Donc gros soutien à vous. Dijon, Monaco. Un peu chiant ce résultat. Un partout. Les Dijonais qui menaient jusqu'à la 76e minute de jeu. Monaco qui a égalisé, qui ramène donc un point de Dijon. Dijon qui prend un point, donc un point de plus que nous. Mais c'est quand même mieux que quand Dijon menait 1-0, on faisait pas les fiers. C'est clair. Ensuite, Angers qui a gagné face à Montpellier, 1-0. Là aussi, une équipe qui était très très mal en ce moment, sur une très mauvaise série, qui réussit à prendre 3 points. Et le dernier match qui nous intéressait avant les autres matchs, dont vous avez quand même les résultats qui vont apparaître, puisqu'au moment où on va sortir ce podcast-là, les résultats seront déjà affichés. Il y a également le match donc de Amiens contre Strasbourg, 0 partout. Donc au final, nos concurrents directs ne prennent que grand maximum 1 point sur nous à l'issue de cette journée. Voilà. Et Metz du coup ne sera pas barragiste ce soir dans tous les cas, même si Nîmes vient à s'imposer. Ouais, puisque Saint-Etienne jouera contre Reims, Nîmes contre Rennes, et puis après il y a le Paris-Bordeaux, donc on s'en fout royalement. On aura toujours Dijon derrière nous, on aura peut-être qu'un point d'avance sur le barragiste, mais on sera toujours... C'est ça. Mais vous avez effectivement vous aurez le classement à jour là devant vous là. Vous avez le classement à jour avec les résultats à jour, parce qu'au moment où on fait ce podcast-là, les matchs ne se sont pas encore déroulés. Grenade Forever, petit rappel vite fait, donc rapidement, et après on aura vite terminé ce débrief sur qu'est-ce qui nous attend au niveau du prochain match du FC Metz, à savoir le déplacement très périlleux à Amiens qui n'est pas forcément en très grande forme en termes de gros points, mais match très très compliqué. Donc comme on l'a dit, ça inaugure une série de matchs hyper importants qui va aller de ce match à Amiens. Après il y a le Metz-Nîmes, après il y a Toulouse-Metz, après il y a Metz-Brest. Il y a 4 matchs importants contre des concurrents directs, et le match contre Amiens va inaugurer la série. Pour moi là, c'est là on rentre vraiment dans le tournant de la saison pour le FC Metz. C'est clair. Là c'est le tournant, match très très important avec beaucoup. Maintenant. Ouais, c'est maintenant. On va retrouver beaucoup de joueurs pour ce match-là. Maïga sera de retour, également le retour de Pajot. Malheureusement, de Boulaya. Malheureusement, on l'a dit, donc absence de Diallo qui est suspendu. Absence également de Mathieu Hudol, qui pour accumulation de cartons jaunes ne sera pas là. Donc ça sera normalement Thomas Delaine qui jouera en tant que latéral gauche. Donc beaucoup d'absents, mais il y a des joueurs qui reviennent, des joueurs qui sont quand même assez essentiels. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça va être très compliqué. Et pour ceux qui avaient un doute, effectivement, Alexandre Oukidja a bel et bien pris 3 cartons jaunes depuis le début de saison. Oui. Mais il avait pris un carton jaune à Lille en phase aller. C'est dans une période de plus de 10 matchs. Du coup, il n'est pas suspendu pour un éventuel match à Nîmes. Ouais, c'est ça. Contre tout, j'ai été vérifié. Donc c'est aussi une bonne nouvelle. Voilà. Malheureusement que ça peut être une mauvaise nouvelle pour la suite si jamais il prend un jaune. S'il en reprend un, il sera suspendu. Voilà, s'il prend un jaune à Amiens ou à Nîmes, il risque d'être suspendu pour Brest notamment. Bon, voilà. Mais en tout cas, match important qui nous attend le samedi 29 février
à 20h. Nous suivrons ça sur Stade de la Licorne, nous suivrons ça sur la télévision et nous tweeterons évidemment sur ce match tout au long de la soirée. Grenade Forever, merci beaucoup pour ce long débrief. Il y avait beaucoup de choses à dire. Merci d'avoir pu être là avec nous lors de ce podcast. Merci à toi. Pour les autres, merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo-là. Vous êtes super, hein, c'est super que vous puissiez un peu nous donner aussi votre avis. Donc allez dans les commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé, est-ce que vous trouvez que les faits de jeu sont à l'encontre de Metz ou est-ce que les cartons, les décisions arbitrales sont plutôt dans le respect des règles. Voilà, on attend un peu votre avis là-dessus. C'est très important pour nous. N'oubliez pas évidemment de liker la vidéo ou de vous abonner pour nous soutenir, hein, ça monte tout doucement, ça nous fait grandement plaisir. Et on vous dit tout simplement à la prochaine et allez Metz!